La pauvre fille de la campagne a été humiliée à l'hôpital, mais personne n'imaginait que son mari était un riche fermier millionnaire. Il a fait regretter amèrement chacun d'eux. Le soleil se levait doucement sur les collines ondulantes de la Provence, répandant une lumière dorée sur les champs de lavande en pleine floraison. L'air embaumait le parfum apaisant des fleurs, et le silence était à peine troublé par le bêlement des moutons dispersés entre les rangées violettes. Claire avançait à pas lents, un panier d'osier au bras, son tablier noué à la taille, et ses bottes légèrement poussiéreuses de terre sèche. À 28 ans, Claire menait une vie simple, presque immobile dans le temps, dans le petit village de Saint-Aurel, niché entre les collines et les oliveraies. Elle partageait une maison de pierre aux volets bleus avec sa mère, une femme douce et silencieuse que les années avaient rendue fragile. Claire travaillait comme fleuriste au marché du village, où ses compositions florales, simples mais poétiques, étaient très prisées. Les habitants la respectaient non seulement pour son travail méticuleux, mais aussi pour son sourire constant et sa gentillesse envers tous, même les plus bourrus. Chaque matin, avant de rejoindre sa petite boutique, elle faisait un détour par les pâturages pour vérifier si les moutons allèrent bien. Elle les connaissait tous par leur nom, et il n'était pas rare de la voir assise sur une pierre, murmurant des chansons anciennes pendant qu'elle les surveillait. Malgré la monotonie apparente, Claire se sentait utile, enracinée dans une terre qu'elle aimait profondément. Mais ce jour-là, son esprit était ailleurs. Depuis quelques semaines, une douleur sourde et persistante lui tenaillait le bas-ventre. Elle avait d'abord cru à une simple fatigue, puis à un rhume mal soigné, mais l'inconfort ne faisait qu'augmenter. Sa mère avait insisté pour qu'elle consulte un médecin. Le plus proche spécialiste se trouvait à Marseille, à plus de 2 heures de bus. La perspective d'aller en ville, elle qui n'y mettait jamais les pieds, la remplissait d'appréhension. Elle n'avait ni tailleur, ni maquillage, ni sac à main en cuir comme les citadines. Son manteau était élimé au coude, et ses chaussures portèrent les traces de plusieurs saisons. Pourtant, elle ne possédait pas le moindre complexe. Ce n'était pas la vanité qui l'inquiétait, mais la peur d'être vue comme une étrangère dans un monde qui n'était pas les siens. Elle rentra à la maison vers 8 heures, le visage un peu plus pâle qu'à l'accoutumée. Sa mère l'attendait avec un bol de lait chaud et du pain grillé. Elles mangèrent en silence. Puis Claire prépara son petit sac, y glissa son dossier médical, une bouteille d'eau et un livre qu'elle savait ne pas lire. Elle salua tendrement sa mère qui lui souhaita bonne chance avec un regard chargé d'inquiétude. Le bus passa à 9 heures moins le quart devant la mairie. Claire monta saluant le chauffeur d'un signe de tête. À l'intérieur, quelques ouvriers et 2 lycéennes discutaient à voix basse. Elle s'installa près de la fenêtre, regarda les collines s'éloigner et sentit une boule se former dans son ventre. La ville approchait avec ses rues agitées, ses inconnus pressés et son hôpital immense qu'elle n'avait vu qu'en photo. Le trajet dura plus de 2 heures. Lorsqu'elle descendit enfin à la gare routière de Marseille, l'air semblait plus lourd, chargé de bruit, de gaz et d'indifférence. Elle consulta un plan, repéra l'itinéraire et prit le métro, serrant son sac contre elle. Chaque arrêt résonnait comme une détonation. Elle se sentait petite, déplacée, presque invisible. En sortant de la station, elle se retrouva devant un immense bâtiment gris, austère, qui portait en lettres bleues les mots « Centre hospitalier universitaire de Marseille ». Son cœur battait fort. Elle inspira profondément, passa les portes automatiques et entra. Dès les premiers instants, Claire sentit qu'elle n'était pas à sa place. La réception était bondée, des gens attendaient debout, d'autres discutaient à voix basse, et les visages tendus semblaient ignorer jusqu'à sa présence. Elle s'approcha timidement du comptoir, chercha des yeux quelqu'un à qui s'adresser, mais personne ne leva les yeux. Elle prit un ticket de passage, s'assit sur une chaise en plastique, entre un homme en fauteuil roulant et une mère avec un enfant fiévreux. Les minutes passèrent. Claire regardait les murs blancs, les affiches décolorées, les regards vides. Elle tentait de garder le calme, mais quelque chose en elle commençait déjà à se briser. Elle pensait à ses lavandes, à l'odeur du pain chaud le matin, aux voix familières de ses voisins. Ici, personne ne souriait. Elle comprenait que cette journée allait être bien plus longue que prévu. Agora aguardo ce feedback sobre esta primera part para proseguir con aparte 2, une réception cruelle. Claire resta assise, les mains croisées sur son sac, tandis que l'horloge murale faisait lentement son chemin vers les 11 heures du matin. La salle d'attente, saturée de murmures et de toux éparses,
lui semblait étrangère, presque menaçante. À Saint-Aurel, chaque visage était connu, chaque voix familière. Ici, les regards glissèrent sur elle comme si elle n'existait pas. Son numéro n'apparaissait toujours pas à l'écran et l'inquiétude montait en elle comme une vague, silencieuse. Elle se leva timidement et s'approcha de la réception. Derrière la vitre, une jeune femme au maquillage impeccable tapait frénétiquement sur un clavier sans lever les yeux. Claire attendit, puis se pencha légèrement en avant. « Excusez-moi, madame. Je suis là pour une consultation. J'ai été envoyée par le médecin de Saint-Aurel. Mon numéro n'a pas encore été appelé et j'attends depuis presque 2 heures. » La réceptionniste soupira sans dissimuler son agacement, leva enfin les yeux et observa Claire de haut en bas, s'attardant ostensiblement sur son manteau, usé et ses cheveux attachés sans soin. « C'est normal, madame. Ici, on n'est pas à la campagne. Il y a du monde. Vous attendez comme tout le monde. » Claire voulut répondre quelque chose, mais la femme retourna déjà à son écran, comme si la conversation était close. Derrière elle, un jeune homme vêtu d'une blouse blanche éclata de rire discrètement, chuchotant à sa collègue « On dirait qu'elle vient traire les vaches ». L'autre ricana. Claire sentit une rougeur monter à ses joues, mais se força à ne pas réagir. Elle retourna s'asseoir, la gorge serrée. Le temps passa et personne ne l'appela. Des patients arrivaient, d'autres entraient, certains sortaient déjà. Ah, midi passé, une femme en fauteuil roulant entra, accompagnée d'un jeune homme qui parla rapidement à la réception. Elle fut prise en charge immédiatement. Claire, elle, semblait avoir disparu du système. Une infirmière sortit d'un couloir, un dossier à la main. Elle jeta un coup d'œil à la salle et lança un prénom. Ce n'était pas celui de Claire. Puis, en retournant vers les portes battantes, elle lança à voix basse, mais suffisamment fort pour être entendue, « Toujours le même avec leurs papiers incomplets. Ils croient quoi? Qu'on a le temps de leur apprendre à lire ?» Les rires fusèrent à nouveau près du comptoir. Claire n'était pas certaine que ces mots s'adressaient à elle, mais la sensation d'être la cible devint insupportable. Elle consulta son ticket une nouvelle fois. Il était bien inscrit qu'elle avait rendez-vous à 10 heures. Son regard se posa sur l'écran d'appel. Des numéros bien supérieurs aux siens s'affichaient désormais. Il n'y avait plus de doute. On l'ignorait volontairement. Elle se leva une seconde fois déterminée à comprendre. Son cœur battait vite, mais elle tenta de garder un ton calme en s'adressant de nouveau à la réceptionniste, une autre cette fois, un peu plus âgée. « Bonjour, je suis désolé de déranger. Encore. Je suis ici depuis ce matin et personne ne m'a appelé. J'ai un rendez-vous confirmé, vous pouvez vérifier. » La femme leva un sourcil, prit le papier de Claire, le regarda à peine et le posa sur le bureau. « Vous êtes déjà venus ici ? » ?»« Non. C'est ma première fois. Je viens de Saint-Aurel. J'ai été envoyé par mon généraliste. » La réceptionniste haussa les épaules. « Voilà, c'est ça. Quand on vient du fin fond de la Provence, on ne comprend pas comment ça marche ici. Vous devez attendre qu'on vous appelle. Un point, c'est tout. » Elle fit glisser le papier de Claire sur le côté, sans rien inscrire dans l'ordinateur. Claire le reprit lentement, comme si elle avait peur de le froisser, puis retourna à sa chaise. La salle, bien qu'anonyme, semblait l'enfermer dans un cocon de mépris. Chaque geste, chaque regard, chaque mot non dit pesait sur ses épaules. Les minutes s'étiraient en heures. Elle essayait de lire quelques lignes du livre qu'elle avait apporté, mais les mots dansaient devant ses yeux. Une sensation d'humiliation l'envahissait, viscérale, froide. Ce n'était pas la douleur qui l'avait poussée à venir, mais une inquiétude profonde pour sa santé. Et pourtant, elle avait l'impression d'être jugée pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle portait, pour ce qu'elle représentait. Vers 13 heures, l'estomac vide et les jambes engourdies, Claire sentit une fatigue profonde s'abattre sur elle. Elle n'avait pas osé quitter sa place pour chercher à manger, de peur qu'on l'appelle pendant son absence. Un enfant pleurait quelque part. Une infirmière passait en courant. Un homme au téléphone discutait bruyamment d'un dossier médical. Personne ne semblait remarquer qu'elle était là depuis plus de 3 heures. Elle se leva une troisième fois. Cette fois, non plus pour parler, mais pour simplement respirer un peu d'air frais. Elle passa la porte automatique sans que personne ne lui adresse un regard. Dehors, l'agitation de la ville la submergea. Des voitures klaxonnaient. Des passants pressés marchèrent sans voir, et elle, seule au milieu de ce flux impersonnel, sentait sa dignité se déliter comme une feuille emportée par le vent. Elle s'assit sur un banc à quelques mètres de l'entrée. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle luttait contre elles avec toute sa volonté. Elle ne voulait pas pleurer ici. Elle n'était pas faible.
Elle était venue chercher de l'aide, pas de la pitié. Son regard se perdit dans le vide. Elle pensa à sa mère, à Hugo, à la chaleur de leur maisonnée pierre, au champ de lavande, baigné de lumière. Tout cela semblait si loin, si irréel. Elle se demanda un instant si elle avait eu tort de venir, si elle n'aurait pas mieux fait de rester là-bas, de supporter la douleur en silence plutôt que de s'exposer à cette indifférence cruelle. Alors qu'elle se levait pour retourner à l'intérieur, une voix l'arrêta net. Une voix sèche, cassante, qui résonna dans le hall juste derrière elle, prononçant des mots qu'elle n'oublierait jamais. Encore elle. Franchement, les gens du champ devraient aller chez le vétérinaire, pas à l'hôpital. Les rires fusèrent une nouvelle fois. Claire se figea. Elle se retourna lentement, croisant les regards moqueurs d'une infirmière et d'un médecin, en blouse blanche. Ils ne la voyaient pas comme une patiente, mais comme une anomalie. Un corps déplacé. Un visage qui ne correspondait pas à leurs normes. Elle sentit son cœur se briser un peu plus. Cette journée qu'elle espérait simplement pénible devenait un cauchemar. Elle serra son sac contre elle, recula d'un pas, puis tourna le talon. Sans bruit, elle quitta le hall, descendit les marches et s'éloigna à pas rapides, cherchant un coin discret où reprendre son souffle. Mais quelqu'un la vit, un homme en uniforme posté à l'entrée. Il observa Claire s'éloigner, la tête basse, le regard noyé de honte. Il ne dit rien, pas encore. Mais quelque chose dans cette scène le troubla profondément. À suivre. Le vent soufflait avec rudesse entre les grands murs du quartier hospitalier, mais Claire ne l'aisantait pas. Elle marchait sans savoir où aller, évitant les regards, les voix, les souvenirs tout juste formés de cette matinée désastreuse. Elle s'assit sur un banc à l'ombre d'un arbre maigre, plaça son sac sur ses genoux et tenta de ralentir. Sa respiration. Elle ne comprenait pas comment une simple consultation avait pu se transformer en ce naufrage. L'odeur métallique de la ville, les bruits incessants, le sentiment de n'être rien, tout cela l'étouffait. Elle resta là longtemps, sans bouger, à fixer un point invisible. Les minutes passaient, lentes, douloureuses. Le temps n'avait plus la même texture qu'à Saint-Aurel. Ici, chaque seconde semblait la repousser, davantage. Pourtant, malgré l'humiliation, malgré les rires, une partie d'elle-même refusait encore d'abandonner. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec son corps. Elle n'était pas venue à Marseille pour rien. Il fallait qu'elle ait des réponses. Quand l'horloge de l'église voisine sonna 3 fois, Claire prit une décision. Elle retourna vers le hall de l'hôpital. Son pas était hésitant, mais elle se forçait à avancer. Ce n'était plus seulement une question de santé, c'était une question de dignité. Elle franchit de nouveau le porte vitré, respira un bon coup et s'approcha du comptoir. La réception avait changé. Une autre femme, plus jeune, au regard vide, lui fit signe d'attendre. Claire présenta à nouveau son papier, expliquant qu'elle n'avait toujours pas été appelée. La réceptionniste haussa les épaules et, sans même consulter l'ordinateur, fit une remarque acerbe. « Peut-être que vous n'êtes même pas inscrite. Ça arrive quand on vient sans comprendre les procédures. » Claire sentit ses mains trembler. Elle s'apprêta à répondre avec calme, mais une voix s'éleva soudain derrière le comptoir. Une jeune femme, blouse blanche, stéthoscope autour du cou fine, le visage maquillé avec soin, s'approcha d'un pas rapide. Elle prit le papier des mains de sa collègue, le regarda à peine, puis leva les yeux vers Claire avec un sourire moqueur. « Vous êtes là depuis ce matin? Pourquoi? Une échographie? Une analyse ?» Claire, surprise, acquiesça doucement. La jeune femme poursuivit en haussant le ton volontairement. « Franchement, c'est pas la première fois que des gens du coin viennent ici en pensant qu'est un dispensaire. Si vous êtes malade, vous avez un vétérinaire à la campagne? Non? Il pourra bien s'occuper de vos petits bobos. » Un silence pesant s'installa un instant, avant qu'un éclat de rire n'éclate derrière le guichet. Un autre médecin, assis à un bureau, pouffa en se couvrant à peine la bouche. La réceptionniste, elle, se contenta de détourner les yeux. Claire, figée, ne trouva rien à répondre. Sa gorge se serra à nouveau et cette fois, elle ne parvint pas à retenir les larmes qui perlaient déjà au bord de ses yeux. Elle prit son sac sans un mot, tourna les talons et se dirigea vers la sortie avec un calme désespéré. Personne ne tenta de la retenir. Les rires s'étaient estompés, remplacés par des chuchotements gênés. Une seule personne, cependant, suivit la scène sans détacher les yeux de Claire, un agent de sécurité posté près de l'entrée. Grand, d'allure tranquille,
Il observait chaque détail depuis son poste depuis des heures. Il n'avait pas tout entendu, mais il avait tout compris. Claire franchit les portes une nouvelle fois. Elle s'éloigna lentement, passant devant les banques extérieures, longeant les murs comme si elle voulait disparaître. Elle trouva refuge sous un auvent de béton brut, s'y accroupit et enfouit son visage dans ses mains. Cette fois, elle ne retint plus rien. Les larmes coulèrent, lentes, salées, brûlantes. Elle sanglotait sans bruit, pour ne pas attirer l'attention, mais son corps tout entier tremblait. Les mots de la jeune médecin résonnaient encore dans son esprit, se mélangeant aux rires, aux regards, aux humiliations de la journée. Elle ne savait plus si elle avait honte ou si elle était simplement vidée de toute force. Au même moment, à quelques mètres, Malik, le vigile, quittait discrètement son poste. Il avait vu Claire sortir, puis s'effondrer. Quelque chose. En lui, une colère sourde et ancienne s'était réveillée. Ce n'était pas la première fois qu'il assistait à ce genre de scène dans cet hôpital. Trop souvent, les patients venus de villages ou de quartiers modestes étaient traités comme des poids morts. Mais cette jeune femme, son visage digne, malgré la douleur, l'avait marqué. Il s'approcha d'elle avec précaution. Claire leva la tête, surprise, tentant de sécher ses larmes du revers de sa manche. « Mademoiselle, ça va ?» Elle hocha la tête, sans grande conviction. « Vous êtes venue seule ?» Elle acquiesça. « Je suis venue pour un rendez-vous. Mon médecin m'a envoyé ici, mais ils m'ont humiliée. J'ai attendu des heures, et quand j'ai demandé de l'aide, sa voix se brisa. Malik s'accroupit doucement face à elle, en gardant une certaine distance respectueuse. « Ce n'est pas normal, je le sais. Je travaille ici depuis 7 ans. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une honte. Je suis désolé. Même si je ne suis qu'un vigile, Il s'interrompit, visiblement touché. Claire le regardait, surprise de cette compassion inattendue. « Ce n'est pas la première fois, hein ?» Il secoua la tête. « Non, et probablement pas la dernière. Mais aujourd'hui, je crois que c'est allé trop loin. » Il sortit un petit carnet de sa poche et y inscrivit un nom, celui de la jeune médecin. Il nota aussi l'heure approximative. Puis il referma doucement le carnet. « Si jamais vous décidez de faire un signalement, je peux témoigner. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, mais parfois dire la vérité suffit à commencer quelque chose. » Claire le remercia d'un regard. Puis elle sortit son téléphone. Les mains encore tremblantes, elle composa un numéro familier. 1, 2, 3 sonneries. Puis une voix grave, chaude, répondit de l'autre côté. « Allô, mon amour ?» Claire inspira profondément. « Hugo, j'ai besoin de toi. » La voix de Claire était à peine audible au téléphone. Elle peinait à articuler, comme si les mots pesaient plus lourds que d'habitude. Trop chargée de honte, de fatigue et d'un sentiment d'injustice qu'elle n'avait jamais connu aussi profondément. De l'autre côté du fil, Hugo écoutait en silence. Elle n'eut pas besoin de tout expliquer. Le ton de sa voix, les pauses s'étouffées par les sanglots, les bribes qu'elle réussissait à dire suffisaient. Il connaissait Claire mieux que personne. Il savait reconnaître quand elle allait mal. Mais là, c'était différent. Il y avait dans sa voix un vide qui l'alarma aussitôt. Hugo le marchand n'était pas un homme que l'on remarquait dans une foule. Il ne s'habillait pas de manière extravagante, ne roulait pas dans des voitures tapageuses et parlait peu de ce qu'il possédait. Pourtant, dans le sud de la France, beaucoup connaissaient son nom. Propriétaire d'une vaste exploitation, de lavande et d'oliviers, il avait bâti un véritable empire agricole en à peine 15 ans à force de travail acharné, de choix intelligents et d'un respect constant pour la terre et les gens qui y vivaient. Discret mais influent, généreux mais intransigeant avec l'injustice, il était considéré comme un pilier de sa région, et pourtant très peu savaient que sa richesse dépassait largement les frontières du département. Quand Claire raconta à voix brisée ce qu'elle avait vécu, Hugo ne dit presque rien. Il ne posa pas de questions inutiles, il ne demanda pas de nom ni de détails. Il lui dit simplement de ne pas bouger, de ne rien faire d'autre, de rester à proximité de l'hôpital et d'attendre. Il serait là dès le lendemain matin, au très lever du jour. Après avoir raccroché, Claire sentit un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Elle avait toujours voulu se débrouiller seule, ne pas mêler Hugo à ses affaires personnelles, surtout dans un contexte aussi humiliant. Mais cette fois, elle n'avait plus de force.
Elle ne voulait pas qu'il vienne pour se venger ou pour affronter qui que ce soit, seulement pour ne pas se sentir aussi seule dans cette ville qui lui crachait au visage sans jamais la regarder. Elle se leva lentement, fit quelques pas, puis retourna s'asseoir sur le même banc de pierre près de l'entrée principale. Le ciel virait à l'orange, annonçant la fin d'une journée qui lui avait semblé durer une éternité. Les passants continuaient à défiler, chacun plongé dans son propre monde, indifférents à cette jeune femme assise là, le regard perdu. À ses côtés, son sac reposait intact, contenant toujours les papiers médicaux qu'aucun médecin n'avait daigné consulter. Le vigile Malik, après s'être assuré que tout était calme, s'approcha à nouveau. Il ne lui posa pas de questions, ne proposa pas d'aide inutile. Il lui tendit simplement une bouteille d'eau et s'assit à quelques mètres, sans dire un mot. Un silence respectueux s'installa entre eux, comme une trêve silencieuse entre deux mondes qui d'habitude ne se croisent jamais. Pendant ce temps, à Saint-Aurel, Hugo rangeait quelques affaires dans un sac de cuir. Il vérifiait les documents de son entreprise, écrivait une note rapide à ses employés, organisait tout pour pouvoir partir sans que rien ne s'effondre en son absence. Puis il entra dans le garage, démarra son pick-up étranger à la peinture impeccable et prit la route en direction de Marseille. Il savait que la route serait longue, mais il ne voulait pas attendre le matin pour partir. Il voulait arriver tôt, avant que les couloirs de l'hôpital ne s'animent à nouveau de leur hypocrisie quotidienne. Toute la nuit, il roula sans s'arrêter. Les champs de lavande disparurent, remplacés par l'asphalte, les lumières artificielles, les panneaux autoroutiers. Il n'alluma pas la radio. Il préférait le silence, celui qui lui permettait de penser, de se concentrer. Il revivait les mots de Claire, analysait chaque intonation, chaque soupir. Il avait rarement vu sa femme aussi désemparée. Et cela suffisait à raviver une colère qu'il gardait d'ordinaire bien enfouie. Quand l'aube commença à poindre, il franchit les premières limites de Marseille. Les rues encore sombres portèrent les traces d'une nuit agitée. Les camions de livraison croisaient les éboueurs. Les derniers noctambules titubaient vers des taxis. Et dans certains cafés, les premiers travailleurs buvaient déjà leur café debout, le regard vide. Hugo gara son véhicule non loin de l'hôpital. Il coupa le moteur, sortit et s'étira longuement. Puis il saisit une vestine cuir sombre sur le siège passager, ajusta son col et marcha d'un pas décidé vers l'entrée principale. Il n'avait rien d'impatient, ni d'un médecin. Il avançait avec cette assurance tranquille, propre à ceux qui savent exactement ce qu'ils valent et qui n'ont rien à prouver. Sa silhouette se détachait dans la lumière naissante. Quelques passants le regardèrent, intrigués, mais personne ne dit mot. Il franchit les portes vitrées de l'hôpital sans ralentir et se dirigeait immédiatement vers le comptoir central. La réceptionniste du matin, encore en train d'allumer son écran d'ordinateur, leva les yeux vers lui. « Bonjour, monsieur. Vous avez un rendez-vous » Hugo ne répondit pas immédiatement. Il sortit de la poche intérieure de sa veste un petit étui en cuir qu'il ouvrit lentement. Il en sortit une carte de visite sobre, blanche, où l'on pouvait lire en lettres « Élégante, Hugo le Marchand, domaine de l'Azuré, producteur agréé, partenaire du réseau de santé Sud-Provence. » La réceptionniste cligna des yeux. « Monsieur le Marchand, vous êtes... Je suis ici pour parler au directeur. C'est urgent. » Elle bafouilla une réponse confuse, tenta de trouver un numéro, composa précipitamment un poste interne. Hugo, lui, ne bougeait pas. Derrière lui, les premiers membres du personnel hospitalier arrivaient. Certains le reconnurent immédiatement. D'autres, entendant son nom, commencèrent à murmurer. Il n'avait pas haussé la voix, n'avait menacé personne, et pourtant, son simple nom avait déclenché un frisson de tension dans l'air. Un homme dont la réputation avait, depuis 2 années, permis à plusieurs cliniques rurales de survivre grâce à ses dons en matériel, en médicaments, en soutien logistique. Un homme que les hautes sphères du système des santé avaient appris à respecter, ou à craindre. Alors que le directeur arrivait au pas de course, visiblement réveillé en sursaut par un appel en urgence, Hugo croisa les bras et attendit. Il n'était pas venu pour discuter de partenariat ni pour faire des reproches à demi-mot. Il était venu réclamer une justice que sa femme n'aurait jamais osé demander seule, et rien, absolument rien, ne l'en empêcherait. Malik n'avait pas bougé de son poste durant toute la nuit. Officiellement, il n'était qu'un agent de sécurité, affecté au bâtiment principal de l'hôpital depuis près de 7 ans. Officieusement,
Il connaissait chaque recoin de l'endroit, chaque vice, chaque habitude du personnel, chaque trajet anormal dans les couloirs, chaque tension dissimulée derrière les uniformes. Il n'avait jamais cherché à intervenir dans les décisions médicales ni à s'opposer aux procédures administratives, mais il avait toujours su faire la différence entre un accident et un abus, entre une erreur humaine et une humiliation systémique. Ce qu'il avait vu la veille avec Claire n'était pas un simple malentendu. Il l'avait senti dès le premier regard qu'elle avait lancé en sortant du hall, les épaules voûtées, le regard noyé, les mains serrées sur son sac, comme si c'était tout ce qui lui restait. Ce n'était pas une femme en colère ou perdue, c'était une femme blessée profondément, dans quelque chose de plus intime que la chair. Malik connaissait cette douleur. Il l'avait déjà vue sur d'autres visages, mais rarement aussi, clairement. Après sa courte conversation avec Claire, il était resté pensif toute la nuit. Il avait revu la scène encore et encore, les mots de la jeune médecin résonnant dans sa tête comme une gifle collective. Ce n'était pas juste un commentaire déplacé, c'était un mépris pur, glacial, lancé avec une jouissance à peine contenue. Et tout autour le silence, l'acceptation tacite, les rires contenus. Cette indifférence institutionnelle qui, à force d'habitude, devenait complice. Alors que l'aube pointait, Malik prit une décision qu'il n'avait jamais osé prendre auparavant. Il se rendit discrètement dans le petit bureau des archives internes. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'y entrer sans autorisation formelle, mais il connaissait les horaires des archivistes 7, savait qu'à cette heure, personne ne surveillait vraiment l'endroit. Il entra en silence, alluma une lampe de bureau et commença à chercher. Il trouva rapidement le registre des présences médicales de la veille. Il nota les noms des médecins de garde, ceux présents à l'accueil, et surtout celui de la jeune femme qui avait prononcé les paroles humiliantes. Il reconnut immédiatement le nom, Dr Julie Romain, interne de 3e année en rotation dans le service de médecine générale. Il avait déjà entendu parler d'elle, non pas pour ses compétences, mais pour ses réflexions méprisantes et qu'elle n'hésitait pas à distiller, surtout envers les patients qu'elle jugeait sans culture ou peu soignés. Il nota le nom sur un petit carnet, ajouta l'heure approximative de l'incident, puis ressortit comme il était venu sans un bruit. Une fois son service terminé, il ne rentra pas chez lui tout de suite. Il resta assis sur un banc à l'extérieur, observant les allées et venues du personnel, tentant de comprendre pourquoi personne n'avait rien dit. Il se demandait si c'était la peur, la lassitude, ou simplement l'habitude. Peu avant 9 heures, il vit Claire réapparaître. Elle était toujours habillée de la même manière, mais quelque chose en elle avait changé. Son pas, bien qu'encore hésitant, semblait plus sûr. Elle n'était plus seule. À ses côtés, un homme marchait, droit, imposant, la main dans le dos de sa compagne. Malik comprit immédiatement qu'il s'agissait de son mari. L'allure, la démarche, le regard, c'était un homme qui venait pour obtenir des comptes. Il resta à distance mais observa attentivement. Lorsque l'homme montra sa carte de visite à la réceptionniste, Malik vit le changement immédiat dans le comportement de cette dernière. Elle se redressa, téléphona en urgence, s'agita comme une élève surprise sans devoir. Puis le directeur arriva en personne, visiblement troublé. Malik sourit intérieurement. Enfin, quelque chose bougeait. Il décida de rester encore un moment. Il se rapprocha lentement du hall, entra sans attirer l'attention et s'appuya contre un pilier en marbre gris, à moitié caché derrière une grande plante verte. De là, il pouvait voir la scène sans être vu. Hugo discutait fermement avec le directeur, mais sans hausser le ton. Claire, elle, se tenait en retrait, un peu en retrait de la discussion, observant, écoutant. Elle n'était pas une simple accompagnante. Malik le sentait. Elle était le cœur de cette confrontation. Quelques instants plus tard, une annonce fut faite par l'interphone. Tous les agents du service de médecine générale étaient convoqués, en urgence dans la salle de conférence. Les conversations cessèrent un moment. On sentait que quelque chose d'inédit se préparait. Le directeur, accompagné d'Hugo, prit la direction de la salle en question. Malik, toujours en retrait, décida de s'approcher. Il attendit quelques minutes, puis se dirigea discrètement vers l'entrée de la salle. La porte était entr'ouverte. Il pouvait entendre des bribes de conversation. Des noms étaient prononcés. Une voix nerveuse disait qu'il s'agissait sûrement d'un malentendu. Puis un silence tomba, et Hugo parla. Sa voix grave et calme
résonnait comme une lame froide. Ce n'est pas une question de malentendu, c'est une question de respect. Ma femme a été humiliée ici hier, non pas par un manque de compétences, mais par une attitude volontairement dégradante. Et personne n'a réagi. Malik sentit son cœur battre plus vite. Il s'avança d'un pas, poussa doucement la porte et entra. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'arrêta, planta son regard dans celui du directeur, puis dans celui d'Hugo. « Je peux confirmer ce qu'elle a vécu. J'étais là, j'ai entendu, j'ai vu. » Un murmure parcourut la salle. La tension monta. Claire, surprise, se redressa légèrement. Malik fit un pas de plus, sortit son carnet et lut calmement les notes qu'il avait prises. À 14h12, le 26 juin, Dr Julie Romain a déclaré en présence de plusieurs membres du personnel que les gens venant de la campagne devraient aller chez le vétérinaire. Des rires ont suivi. Personne ne l'a reprise. Un silence pesant tomba. Claire sentait les larmes monter de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était une émotion plus forte, plus vaste. Pour la première fois depuis son arrivée à Marseille, elle n'était plus seule. Et ceux qui avaient ri allèrent devoir lui faire face. Le ciel de Marseille était encore teinté d'un bleu pâle lorsque les portes automatiques du hall principal de l'hôpital s'ouvrirent devant lui. Hugo entra d'un pas mesuré, le cuir de ses bottes résonnant doucement sur le carrelage glacé. Sa silhouette droite, habillée simplement mais avec une rigueur presque militaire, contrastait violemment avec l'ambiance tiède et désorganisée du hall. Un léger parfum de lavande émanait de sa veste en daim, rappel subtil de ses origines, mais dans son regard il n'y avait ni poésie ni sérénité. Il n'était pas venu en visiteur. Il était venu pour poser des questions. Sans même ralentir, il se dirigea vers le comptoir central où une jeune réceptionniste feuilletait nerveusement un classeur de rendez-vous. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Hugo se racla doucement la gorge, juste assez pour signifier sa présence sans agressivité. La jeune femme sursauta, visiblement peu habituée à ce que quelqu'un s'adresse à elle sans s'annoncer. Plusieurs fois. « Bonjour, monsieur. Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle en consultant d'un œil distrait les noms inscrits sur l'écran. « Non, je viens voir le directeur. C'est urgent » répondit Hugo d'une voix posée, mais ferme. La réceptionniste sembla un instant figée. Elle ouvrit la bouche, sans qu'aucun mot n'en sorte. Puis, machinalement, elle commença à formuler une réponse standard. « Je suis désolé, monsieur, le directeur reçoit sur rendez-vous uniquement. » Et elle s'arrêta lorsqu'il sortit de la poche intérieure de sa veste un petit étui de cuir qu'il ouvrit avec une lenteur calculée. Il en sortit une carte blanche, mate, avec des lettres sobres mais élégantes. Hugo le Marchand, domaine de l'Azuré. Elle lut le nom une fois, puis une deuxième, ses pupilles s'élargissant au fil des secondes. Elle connaissait ce nom. Tout le monde ici, à un certain niveau, connaissait ce nom. Monsieur le Marchand, un instant, je vous prie. Elle décrocha immédiatement le combiné, composa un numéro à 3 chiffres et se mit à parler d'une voix basse mais précipitée. Elle hocha plusieurs fois la tête, puis reposa le combiné sans oser le regarder directement. « Le directeur va venir vous chercher personnellement. Si vous voulez bien patienter, juste ici. » Hugo ne répondit pas. Il recula de quelques pas, observa les lieux, puis repéra Claire assise à quelques mètres de là, les mains posées sur ses genoux, comme si elle s'efforçait de ne pas trembler. Leurs regards se croisèrent. Elle tenta un sourire fragile, mais il n'y avait pas de joie dans ses traits. Elle semblait soulagée, certes, mais aussi tendue, comme si elle attendait que tout s'effondre à nouveau. Il s'assit à ses côtés sans un mot, lui prit la main et la serra doucement. Cela suffit. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le simple fait d'être ensemble suffisait à donner du poids à tout ce qui allait suivre. Quelques minutes plus tard, le directeur arriva. Un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, au costume légèrement froissé, le visage rougi par la hâte et l'angoisse. Il reconnut Hugo avant même que celui-ci ne se lève et s'approcha de lui avec un empressement mêlé de gêne. « Monsieur le Marchand, quelle surprise! Nous n'avions pas été informés de votre visite. Je ne suis pas ici pour une visite. Je viens régler un problème. » Le ton était calme mais coupant. Le directeur déglutit péniblement. « Je vous en prie, venez dans mon bureau. » Mais Hugo ne bougea pas. « Pas maintenant. »
Je veux d'abord que vous convoquiez immédiatement tous les membres du personnel présents hier à l'accueil à partir de 10 heures du matin. Il y a eu un incident, plusieurs en fait, et j'ai des choses à dire. » Le directeur pâlit. Il hésita. « Monsieur le marchand, peut-être qu'un entretien privé. » « Je ne suis pas venu pour un entretien privé. J'ai été témoin, par téléphone, d'un événement qui concerne votre personnel, votre image et votre responsabilité. Et ma femme. » Le mot « femme » eut un effet immédiat. Des têtes commencèrent à se tourner dans le hall. Le personnel qui passait ralentissait imperceptiblement. Une tension sourde se propageait dans l'air. Le directeur hocha la tête, bredouilla quelques ordres à une assistante, puis invita Hugo à le suivre. Hugo se leva. Claire, d'un signe de tête, resta assise. Elle ne voulait pas entrer dans une salle où elle serait confrontée trop tôt à ceux qui l'avaient rabaissée. Pour l'instant, elle voulait que son mari fasse ce qu'elle n'avait pas pu faire la veille, être écoutée. Dans les étages supérieurs, les ordres se transmettaient rapidement. On convoquait des médecins, des infirmiers, des réceptionnistes. Les plus avertis commençaient déjà à murmurer. Certains se souvenaient de ce nom. Hugo le Marchand, c'était ce riche producteur du Sud, celui qui finançait en partie plusieurs dispensaires de la région, celui dont la société fournissait régulièrement des dons en nature à l'établissement. Aucun des jeunes internes ne l'avait jamais vu en personne, mais sa réputation le précédait. Et lorsqu'on comprit que l'affaire concernait une humiliation publique infligée à une patiente venue de la campagne, le malaise s'installa. Dans GI, la salle de réunion réservée aux situations de crise, les chaises furent disposées rapidement. Hugo entra le dernier, salua brièvement les personnes présentes d'un regard ferme, puis se posta devant la grande baie vitrée donnant sur la ville. Il attendit que les silences s'installent complètement. Le directeur était assis à ses côtés, visiblement tendu. Puis Hugo prit la parole. « Ma femme s'est rendue ici hier pour une simple consultation. Elle souffrait depuis plusieurs semaines. Elle avait pris un rendez-vous, comme tout le monde. Elle est arrivée à l'heure. Elle a attendu, comme tout le monde. Mais ce qu'elle a vécu ensuite, ce n'est pas ce que tout le monde vit. Elle a été ignorée, moquée, rabaissée, publiquement, et cela dans un hôpital public. Dans une institution censée protéger, accueillir, soigner. Personne ne parla. Certains baissaient les yeux, d'autres échangeaient des regards nerveux. Puis Hugo poursuivit. Elle n'a rien demandé d'extraordinaire. Elle voulait simplement qu'on l'écoute, qu'on la traite comme une personne. Mais au lieu de cela, on l'a traitée comme une anomalie, comme une intrusion dans un univers où elle n'avait pas sa place. Il sortit de sa poche un petit carnet, un geste calqué sur celui que Malik ferait quelques minutes plus tard. Il n'avait pas besoin d'en lire le contenu pour savoir ce qu'il contenait. Des faits, des horaires, des mots précis. Et derrière chaque mot, une preuve. Il leva les yeux, observa la salle, puis conclut « Ce que vous avez fait à Claire, vous l'avez fait à des dizaines d'autres. Mais cette fois, ça s'arrête là. Je veux des noms, je veux des explications. Et je veux que ceux qui pensent qu'une blouse blanche leur donne le droit de mépriser cessent de travailler ici. Sinon, croyez-moi, ce n'est pas seulement votre réputation qui tombera. » Le silence fut total. Mais ce silence, cette fois, n'était plus celui de la complicité. C'était celui de la peur. Et bientôt, celui des masques qui commencent à tomber. La salle de réunion était baignée d'une lumière blafarde, celle des néons qui ne laissent aucune zone d'ombre, aucun recoin dans lequel se cacher. Les visages des membres du personnel, présents, se succédaient dans le silence. Des regards fuyants, des mâchoires esserrées, quelques mains qui s'agitaient nerveusement sur des genoux croisés. L'intervention d'Hugo le Marchand résonnait encore dans l'air, mais ce fut l'arrivée d'un nom murmuré qui transforma la tension en véritable onde de choc. Un médecin, jusqu'alors muet, s'était penché vers un collègue et avait murmuré « C'est bien Hugo le Marchand, non? Celui qui a financé l'unité mobile de soins du Vaucluse? Celui qui fournit les réserves de médicaments à bas coût ?» Ce n'était pas une rumeur lancée au hasard. Ce nom, ce visage, cette voix calme mais tranchante, appartenait bien à cet homme dont les contributions anonymes avaient, depuis des années, permis à des centaines de patients isolés de bénéficier de soins. Et si certains dans la pièce n'avaient jamais fait le lien entre le domaine de l'Azuré et le nom le Marchand, il leur était désormais impossible de l'ignorer. Un silence inquiet s'installait, non pas par respect mais par anticipation.
Il comprenait qu'ils avaient sous-estimé la portée de ce qu'ils avaient provoqué. Hugo, toujours debout, observait les réactions. Il n'était pas venu pour faire peur, mais il savait que parfois l'indignation seule ne suffisait pas. Il fallait que les conséquences soient palpables, que la réalité frappe aussi durement que l'humiliation subie. Il tourna alors son regard vers le directeur, qui suait à grosses gouttes, et lui fit un signe de tête bref. Le directeur se leva, ajusta nerveusement sa veste, puis prit la parole d'une voix tremblante. Après les informations que nous avons reçues, et compte tenu de la gravité de la situation décrite, nous avons décidé de convoquer l'ensemble du personnel concerné par l'accueil du 26 juin à partir de 10 heures du matin. Il s'agit de faire toute la lumière sur ce qui s'est produit. Qu'il regarda un dossier posé devant lui, feuilleté rapidement, puis s'adressa à une assistante. Celle-ci hocha la tête, sortit de la salle et revint quelques minutes plus tard avec plusieurs membres du personnel. Parmi eux, la jeune femme responsable. De la réception ce jour-là, 2 infirmiers et surtout la docteure Julie Romain, l'interne de 3e année. Julie entra dans la pièce d'un pas nonchalant, visiblement agacée d'avoir été dérangée. Elle ne semblait pas encore comprendre la nature de la convocation. Son visage exprimait davantage l'ennui que l'appréhension. Elle s'assit sans un mot, croisa les bras et jeta un regard à la salle, un soupçon de défi dans les yeux. Le directeur la fixa longuement puis lui demanda « Docteur Romain, pouvez-vous nous expliquer les circonstances de votre intervention le 26 juin à la réception en présence d'une patiente nommée Claire Lemarchand ?» Julie fronça les sourcils, sembla réfléchir, puis répondit avec un haussement d'épaule. « Franchement, je vois passer tellement de patients, c'est difficile de se souvenir. Et puis, si c'est ce que je pense, il ne s'est rien passé. De grave, j'ai peut-être fait une remarque, mais c'était une plaisanterie. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Hugo ne bougea pas, ne parla pas. Il observait. Julie, sentant qu'elle ne convainquait pas, poursuivit « On exagère, toujours. » Dès qu'on dit quelque chose de travers, ça prend des proportions ridicules. Je suis désolé si quelqu'un s'est senti offensé, mais honnêtement, il faut aussi savoir faire preuve de recul. Malik, le vigile, se tenait au fond de la salle. Il avança alors de quelques pas, d'un mouvement calme mais sûr, et prit la parole sans être invité. Ce n'était pas une plaisanterie, j'étais là, j'ai entendu. Et ce n'est pas la première fois que vous tenez ce genre de propos. Vous vous êtes permis de dire que les gens de la campagne devraient consulter un vétérinaire, pas un médecin. Vous l'avez dit devant tout le monde, avec un ton qui n'avait rien d'humoristique. Et tout le monde a entendu. Julie se tourna vers lui, surprise, puis tenta de minimiser. Ce sont vos mots contre les miens. Mais elle ne semblait plus aussi sûre d'elle. Hugo s'approcha alors, sortit son téléphone portable et le posa doucement sur la table. Il n'appuya pas sur lecture. Il ne montra aucun enregistrement, mais le simple geste suffit. Le message était clair. Il n'avait pas besoin de crier. Il avait les moyens de prouver chaque mot, chaque comportement. Julie baissa les yeux. Le directeur reprit la parole d'une voix plus ferme. « Nous allons ouvrir une enquête interne, et à titre conservatoire, vous êtes suspendu dès vos fonctions en attendant les conclusions. » Julie se leva brusquement. « Quoi? Vous n'allez pas me suspendre ?» Pour une blague mal interprétée. C'est absurde, mais elle vit que personne ne la soutenait. Même ses collègues les plus proches gardaient un silence prudent. Elle comprit enfin qu'elle était seule. Claire, toujours assise à l'extérieur, ne savait pas ce qui se disait dans la salle. Mais elle vit Julie ressortir quelques minutes plus tard, le visage défait, les mains tremblantes, et comprendre sans un mot. Hugo sortit à son tour, s'approcha d'elle et lui caressa doucement la joue. Elle n'avait pas besoin qu'on lui raconte les détails. Elle voyait dans ses yeux que quelque chose venait de basculer. Ce jour-là, dans cet hôpital qui lui avait volé sa confiance, une première fissure venait d'apparaître dans le mur de l'indifférence. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était un début. Et cette fois, le silence ne couvrirait plus jamais ce genre de mépris. Le couloir principal de l'hôpital semblait étouffé par un silence lourd, un silence que même le bruit régulier des chariots ou les conversations feutrées des infirmiers ne parvenaient plus à dissiper. Après le départ de Julie Romain, la rumeur de sa suspension temporaire s'était répandue comme une traînée de poudre, glissant de service en service, infiltrant les salles de repos et les couloirs administratifs. Pour certains, c'était un soulagement.
pour d'autres une menace. Mais tous comprenaient que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire. Le nom d'Hugo le Marchand ne résonnait plus seulement comme celui d'un bienfaiteur discret. Il incarnait désormais un jugement. Dans la salle de réunion, l'ambiance avait changé. Le ton du directeur était plus grave, son visage marqué par la nervosité. Il ne s'agissait plus simplement d'une réprimande isolée, mais d'un examen général du comportement du personnel, de la culture de mépris qui s'était installée dans certaines strates de l'hôpital. Hugo, toujours debout, continuait de scruter les réactions, les regards évités, les souffles coupés. Son objectif n'était pas de faire tomber d'esthète au hasard, mais de briser le confort de ceux qui s'étaient installés dans l'arrogance comme dans un fauteuil moelleux. Le directeur prit la parole à nouveau, s'adressant à l'ensemble du personnel présent. Ce qui s'est passé hier ne peut être considéré comme un incident isolé. Nous avons reçu plusieurs signalements au fil des mois, mais jamais aussi précis, jamais aussi documentés. Il semble aujourd'hui évident que ce n'est pas un cas unique. À ces mots, Hugo sortit un épais dossier de son sac, le posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des copies de courriels, des témoignages manuscrits, des captures d'écran de messages et même quelques photos prises discrètement par des patients. Chaque page était une voix longtemps ignorée, un cri silencieux enfermé dans une enveloppe de résignation. Hugo avait pris le temps de tout collecter, pas seulement pour Claire, mais pour tous ceux qui n'avaient jamais été crus. Il fit passer les documents autour de la table. Les membres du personnel les feuilletaient sans dire un mot. Certains rougissaient, d'autres pâlissaient. Une infirmière en chef, au visage fermé, quitta brusquement la salle, les yeux brillants de rage contenue. Elle avait reconnu une plainte à son nom, écrite par une patiente âgée qu'elle avait ouvertement traitée de « fossile inutile » quelques mois auparavant. Un médecin plus âgé, le visage sec, reconnut une note manuscrite évoquant sa tendance à ne pas saluer les patients arabes. Tous ces petits actes passés, balayés d'un revers de main sous prétexte de stress ou de fatigue, prenaient maintenant la forme d'un dossier accusateur impossible à ignorer. Hugo se tourna vers le directeur. « Je n'ai pas fait ce travail d'enquête pour obtenir vengeance. Je l'ai fait parce que ces jeunes n'ont personne. Parce que l'injustice quotidienne s'est normalisée ici. Vous avez un hôpital moderne, équipé, bien situé. Mais vous avez laissé s'installer une culture de domination. On ne soigne pas, avec du mépris. On ne sauve pas avec du sarcasme. » Le directeur, visiblement déstabilisé, acquiesça lentement. Il savait que s'il n'agissait pas maintenant, ce serait la presse qui prendrait le relais. Ou pire, le public Malik, toujours dans la salle, demanda la parole. Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, mais je suis là tous les jours. Je vois ce que les patients ne peuvent pas dire. J'ai vu des mères pleurer dans les escaliers, des vieillards ignorés pendant des heures, des adolescents humiliés pour leur accent ou leurs vêtements. Et tout ça, je l'ai noté, je l'ai gardé, parce que je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait qui oserait écouter. » Il sortit de sa veste un second carnet, plus ancien, écorné. Il le posa à côté du dossier d'Hugo. Le directeur le prit en main, le feuilleta rapidement, puis s'arrêta sur une page. Il n'y avait pas de nom, seulement des descriptions, des dates, des gestes, des remarques. Un journal de douleur accumulé au fil des années. Hugo se leva, rejoignit Claire qui attendait toujours dans le couloir. Il lui tendit la main. Elle la saisit et entra à son tour dans la salle. Tous les regards se posèrent sur elle. Elle n'était plus seulement la patiente humiliée. Elle était devenue le visage de tous ceux que l'on n'avait pas crus. Elle s'approcha lentement, ses pas résonnant dans la pièce, et se plaça au centre. Sa voix était douce, mais chaque mot tombait comme une pierre dans un lac calme. Je ne voulais pas tout ça. Je ne suis pas venu pour dénoncer. Je suis venu pour comprendre pourquoi on m'a regardé comme si je n'étais rien. Je suis venu pour qu'on m'écoute. Je ne suis pas un cas. Je suis une femme. J'ai une famille. J'ai une vie. Et j'ai été brisée par des mots que vous ne vous souvenez même pas avoir prononcés. » Elle s'arrêta, balaya la salle du regard, puis ajouta « Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été fait, mais vous pouvez empêcher que ça se reproduise. » Le silence fut total. Cette fois, plus personne ne se permit de détourner le regard. Les masques étaient tombés. Les visages étaient nus, exposés, sans protection. Ce n'était plus une affaire de procédure, c'était une question de conscience. Et pour la première fois depuis longtemps, l'hôpital entier sembla retenir son souffle.
Le lendemain matin, l'hôpital s'éveilla dans une atmosphère étrange, presque irréelle. Les couloirs d'ordinaire animés par les bavardages des infirmiers et les pas pressés des internes semblaient traversés d'un silence pesant, comme si chaque service retenait son souffle. Les événements de la veille s'étaient répandus comme une traînée de poudre glissant d'étage en étage, de bouche en bouche, dans des messes basses qui ne cherchaient même plus à rester discrètes. Le nom de Claire était désormais connu, non pas comme une patiente parmi d'autres, mais comme celle qui avait osé. Et le nom d'Hugo le Marchand, jusqu'alors évoqué avec prudence, était désormais prononcé avec crainte. Au même moment, dans un bureau administratif protégé par une lourde porte en bois, le directeur de l'hôpital tournait lentement les pages du dossier que Hugo avait laissé sur la table. Il était seul, ses lunettes glissées sur le bout du nez, son doigt suivant machinalement chaque ligne. Les documents étaient classés avec une rigueur presque juridique. Témoignages anonymes, comptes rendus de situations rédigées par d'anciens stagiaires, lettres de plainte restées sans réponse, photographies discrètes montrant des scènes d'indifférence ou d'humiliation. Chaque page semblait lui crier une même chose. Cela aurait pu être évité. Sur la page de garde, un mot écrit à la main par Hugo, en lettres droites et sobres. « À vous de décider si ce système mérite encore d'être défendu. » Le directeur ferma le dossier. Il savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'excuses publiques ou de mesures symboliques. Il lui fallait des actes concrets. Il composa un numéro, parla brièvement avec une voix distante au bout du fil, puis raccrocha. 1 heure plus tard, une annonce interne convoquait tous les chefs de service à une réunion exceptionnelle. Une seule. Je consigne. Apporter toute documentation relative aux plaintes patients enregistrées sur les 2 dernières années. Dans la salle de conférence, les chaises se remplirent lentement. Une trentaine de personnes, toutes figures clés de l'hôpital, se retrouvaient face au directeur. Ce dernier n'attendit pas. Il posa le dossier d'Hugo sur la table, le fit glisser vers le centre et déclara « Voici ce que l'extérieur sait de nous. Voici ce que nous avons laissé passer. Ce n'est plus une rumeur, ce sont des faits. Et nous devons y répondre. » Un médecin leva la main. Un homme au regard dur, chef du service d'oncologie, réputé pour son autorité et ses prises de position radicales. Vous voulez qu'on se laisse dicter notre conduite par un agriculteur. Vous croyez que notre métier peut se juger sur quelques paroles malheureuses, rapportées hors contexte. Le directeur lui répondit sans hausser le ton. Ce que je crois, c'est que nous avons oublié l'essentiel. Ce que je crois, c'est que cet agriculteur, comme vous dites, a rassemblé plus de preuves et de cohérence en quelques semaines que notre propre comité de qualité en 2 ans. Et cela, c'est une humiliation que nous devons à notre propre négligence. Un silence suivit. Puis, l'un après l'autre, certains responsables prirent la parole. Une cadre du service des urgences avoua qu'elle avait elle-même archivé plusieurs plaintes sans jamais les transmettre, par peur de surcharger le personnel. Une autre du service de neurologie raconta avoir observé des comportements déplacés répétés de la part d'un médecin aujourd'hui en retraite, sans jamais oser le confronter. Les langues se déliaient, non pas par héroïsme, mais par la peur soudaine d'être tenu pour complice. Le directeur annonça alors une décision qui surprit tout le monde. Une demande d'audit externe serait formulée auprès du ministère de la Santé. Une équipe indépendante viendrait examiner les pratiques de l'hôpital, analyser les signalements et proposer une refonte structurelle de la formation, du recrutement et du suivi éthique des professionnels. Une première, depuis plus de 15 ans. Pendant ce temps, Hugo et Claire avaient quitté le bâtiment principal pour s'installer dans un petit café en face du jardin de l'hôpital. Ils n'avaient pas échangé beaucoup de mots depuis le matin. La nuit avait été courte, entrecoupée de souvenirs, d'angoisse, mais aussi d'un étrange sentiment de réparation. Claire observait la rue à travers la vitre, son regard se posant sur les passants, sur les fenêtres ouvertes, sur les ombres pressées qui circulaient. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Hugo, assis face à elle, buvait son café lentement. Il ne cherchait pas à la rassurer par des phrases toutes faites. Il savait que ce qu'elle vivait ne s'effacerait pas d'un coup. Il était là, simplement, solide, comme un rocher au bord d'une mer encore agitée. Soudain, son téléphone vibra. Un message du directeur. L'audit est officiellement lancé, la docteure Romain est suspendue. Merci. Il montra l'écran à Claire qui le lut en silence.
Elle n'eut pas de réaction immédiate. Ce n'était pas une victoire qui se crie ou qui se fête. C'était un moment de reconnaissance. Un moment où l'on se rend compte que, parfois, une voix suffit à réveiller un système endormi. Une simple voix, mais une voix qui refuse de se taire. Dans les jours suivants, le dossier fut partagé avec plusieurs organes de régulation. Des copies furent envoyées à des associations de défense des patients, à des journalistes spécialisés, à des représentants du ministère. Ce qui n'était qu'un recueil de souffrances individuelles devint un document public, un outil de transformation. Claire n'y ajouta rien. Elle n'enleva rien non plus. Ce dossier était devenu bien plus que son histoire. Il était la somme de toutes les histoires qu'on n'avait pas écoutées. Et désormais, il n'y avait plus de retour, en arrière possible. Le climat était différent ce matin-là. Marseille, habituellement bourdonnante de son rythme effréné, semblait elle-même ralentir. Les murs de l'hôpital portaient encore les traces invisibles du séisme provoqué par l'affaire Le Marchand. Mais l'onde de choc, cette fois, avait dépassé les murs de l'établissement. L'histoire de Claire n'était plus seulement une rumeur ou un dossier confidentiel. Elle avait franchi les portes de la presse locale, puis par ricochet, celle des médias régionaux. Tout avait commencé avec un article discret dans un hebdomadaire provençal intitulé « Mépris en blouse blanche, quand les ruraux ne sont plus les bienvenus ». L'auteur, un journaliste habitué à traiter des problématiques de désertification médicale, avait été alerté par un contact au sein du personnel hospitalier. Ce dernier lui avait transmis une copie du dossier d'Hugo. En quelques heures, l'article fut partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux, et ce fut le début d'une avalanche médiatique. Le contraste entre la modestie de Claire et l'arrogance du personnel hospitalier en question frappait l'opinion. La photo publiée, un simple cliché de Claire dans son champ de lavande, une main posée sur la tête d'un agneau, un sourire fatigué mais sincère, ému profondément. À l'heure des débats nationaux sur la fracture entre ville et campagne, entre élites et territoires oubliés, son témoignage devenait une métaphore vivante de ce que tant de gens ressentaient, mais n'avaient jamais pu exprimer. En quelques jours, les messages de soutien affluèrent. D'autres patients issus de zones rurales commencèrent à raconter leurs expériences similaires. Des histoires de retards injustifiés, de regards moqueurs, de commentaires déplacés, de diagnostics bâclés. Les hashtags « Bon, je suis Claire » devinrent viral. Des pages entières de témoignages anonymes furent publiées par des collectifs citoyens. Un appel à témoignages fut lancé par une association de défense des patients. Et en réponse à cette mobilisation sans précédent, une décision politique fut prise. Le Conseil régional de santé convoqua une audience publique. L'objectif, ouvrir un espace d'écoute officiel, confronter les pratiques hospitalières, dénoncer avec la réalité des patients. L'événement devait se tenir dans une grande salle municipale, en présence de représentants du ministère de la Santé, de la direction de l'hôpital, de patients témoins, de journalistes et de Claire Le Marchand elle-même, en qualité de principale déclencheuse de cette onde de révélation. Lorsqu'elle reçut l'invitation, Claire hésita. Elle n'avait jamais parlé en public, n'avait jamais imaginé devoir le faire. Elle ne voulait pas être un symbole. Mais Hugo, assis face à elle, lui dit simplement « Tu n'as pas besoin de représenter qui que ce soit. Tu as juste besoin de dire la vérité, comme tu l'as toujours fait. » Elle accepta. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Des journalistes s'installaient dans le travée latéral. Des caméras discrètes étaient installées dans les angles. Les premiers rangs étaient occupés par des représentants de l'hôpital, certains visiblement mal à l'aise, d'autres affichant un mutisme défensif. Malik était là aussi, en civil cette fois, debout au fond de la salle. Il ne dirait rien, mais son regard témoignait de son soutien. Quand Claire fut appelée à la tribune, un murmure parcourut l'assistance. Elle marcha lentement, sa robe, simple, contrastant avec l'apparat de l'événement. Arrivée au micro, elle prit quelques secondes. Son regard parcourut la salle, croisa celui d'Hugo, puis se posa sur le vide devant elle. Sa voix trembla légèrement au début. Elle raconta les faits, sans exagération, sans colère, mais avec une précision qui rendait chaque mot plus poignant. Elle parla de l'attente, du silence, des regards, des moqueries. Elle raconta comment elle s'était sentie dépossédée de sa dignité, comment le simple fait de venir consulter un médecin était devenu un acte d'humiliation.
Puis elle leva les yeux vers la salle. « Je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Je suis venu dire que ce qui m'est arrivé n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas un incident. C'est un système. Un système qui tolère l'arrogance, qui banalise le mépris et qui oublie que la médecine commence par l'écoute. » Elle s'arrêta. Personne ne bougea. Les caméras tournaient, les stylos s'agitaient, mais les silences, lui, étaient absolus. Elle poursuivit plus doucement. « Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de statut, mais j'ai une voix. Et aujourd'hui, je l'utilise. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'on n'a pas écoutés, qu'on a fait attendre, qu'on a fait pleurer dans des couloirs, sans jamais leur demander pourquoi. » Lorsqu'elle quitta le micro, la salle ne réagit pas tout de suite. Puis, lentement, 2 applaudissements commencèrent à monter. Pas spectaculaires, pas tonitruants, mais sincères. Un par un, des spectateurs se levèrent. Des médecins, des infirmiers, des représentants politiques, même certains membres de la direction de l'hôpital. Ils ne saluaient pas une héroïne, ils reconnaissaient une vérité. Et cette reconnaissance, aussi tardive soit-elle, avait un goût de réparation. À la sortie, plusieurs journalistes tentèrent de l'interroger. Elle déclina poliment. Hugo l'enlaça par les épaules et l'entraîna vers la sortie. Elle n'avait plus rien à dire pour l'instant. Tout avait été dit. Il fallait maintenant que les actes suivent. Et ce n'était plus son rôle. Elle avait passé le relais à ceux qui avaient le pouvoir d'agir. Et dans cette fin d'après-midi où la lumière dorée baignait les rues de Marseille, Claire sait qu'elle avait récupéré ce que l'hôpital lui avait volé, sa voix, sa dignité, et un espace qu'elle n'avait jamais osé occuper jusqu'ici, celui de la femme libre debout écoutée. Les jours qui suivirent l'audience publique furent marqués par une agitation inédite dans les milieux médicaux, administratifs et politiques. L'intervention de Claire, filmée et relayée sur les réseaux sociaux, devint virale en moins de 24 heures. Sa voix, empreinte d'une sincérité rare, traversa les écrans et toucha une corde profonde chez des milliers de personnes à travers le pays. Ce qui n'avait commencé que comme un déplacement médical anodin se transformait en un véritable catalyseur de révolte silencieuse. Le premier signal de l'ampleur du phénomène apparut sous la forme d'un flux incessant de messages et de commentaires. Des hommes et des femmes, souvent originaires de petites communes, racontaient leurs expériences personnelles. Certains évoquaient des consultations écourtées par mépris, d'autres des accueils glaciaux dans les services d'urgence ou encore des erreurs non assumées. Ce qui était resté longtemps de l'ordre de l'humiliation intime devenait, grâce au courage de Claire, une parole libérée. Le hashtag « Je suis Claire » continuait de circuler, alimenté par des témoignages venus de toutes les régions, de toutes les strates sociales, mais toujours unis par le même sentiment, celui de n'avoir pas été entendu ou pire, d'avoir été méprisé. Les médias nationaux, d'abord prudents, comprirent rapidement que l'affaire dépassait les simples cadres d'un conflit isolé. Des émissions de débat en firent leur sujet principal. 2 éditorialistes analysèrent le fossé grandissant entre les zones rurales et les centres urbains sains en matière d'accès aux soins. On interrogea des sociologues, des médecins, des philosophes. Le nom de Claire Lemarchand fut prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale par un député de la région, qui dénonça la brutalité silencieuse de certains services hospitaliers envers les plus modestes. Mais au-delà des discours, les conséquences concrètes commencèrent à apparaître. Le ministère de la Santé annonça la mise en place d'une commission spéciale chargée d'évaluer les pratiques d'accueil et d'accompagnement dans les hôpitaux publics. Une ligne téléphonique fut ouverte pour recueillir les plaintes des patients, avec promesse d'un traitement systématique dans un délai de 15 jours. Plusieurs établissements, y compris celui de Marseille, où l'affaire avait éclaté, furent notifiés de visites de contrôle à venir sans préavis. Dans les couloirs de l'hôpital, le climat avait changé. Le personnel ne se contentait plus de simples gestes professionnels. On sentait une retenue, parfois une gêne, mais aussi, chez certains, un effort nouveau pour être plus à l'écoute, plus humain. Les réunions de service étaient plus fréquentes, les encadrants plus attentifs. Plusieurs infirmiers, autrefois indifférents, se mirent à demander l'avis de leurs patients, à expliquer leurs gestes, à s'excuser pour les délais. Le changement n'était pas encore structurel, mais il était perceptible. Parallèlement, Hugo, fidèle à sa discrétion, avait entamé une initiative silencieuse mais puissante.
Il mobilisa une partie de ses ressources pour créer un fonds d'aide aux patients ruraux. Ce fonds permettait de financer les déplacements médicaux, les frais d'hébergement pour les familles et même des consultations privées pour les cas urgents. Il s'entoura de bénévoles, de médecins retraités, de chauffeurs volontaires. Il n'en parla à aucun journaliste. Pour lui, il n'y avait là ni héroïsme, ni revanche. Seulement la continuité logique d'un engagement moral. Ce geste fut, cependant, rapidement remarqué. Plusieurs associations de patients demandèrent à rejoindre le projet. Des entreprises locales proposèrent leur soutien logistique. Des médecins de campagne, souvent débordés et isolés, saluèrent l'initiative et y virent un signe d'espoir. Une véritable chaîne de solidarité se forma, réactivant ce vieux tissu humain souvent oublié dans les discours institutionnels. Claire, de son côté, retourna à Saint-Aurel. Elle retrouva ses champs de lavande, ses moutons, sa boutique de fleurs. Mais rien n'était vraiment comme avant. Les visiteurs se faisaient plus nombreux, certains par curiosité, d'autres pour la remercier. On lui écrivait, on lui envoyait des fleurs. Elle recevait des appels de journalistes, d'élus, d'universitaires. Elle répondait peu mais toujours avec la même gentillesse. Elle ne cherchait ni à capitaliser sur sa notoriété, ni à l'entretenir. Elle voulait simplement vivre en paix, en sachant que ce qu'elle avait osé faire avait servi à quelque chose. Un soir, en marchant entre les rangées de lavande, Hugo à ses côtés, elle s'arrêta et dit simplement « Tu te rends compte ? Tout est parti d'un regard, d'un silence. Et maintenant, des gens qu'on n'a jamais vus reprennent leur voix. » Hugo lui répondit par un sourire discret. Ils restèrent là, silencieux, face à l'horizon doré. Le vent faisait danser les fleurs violettes autour d'eux, et dans cet instant suspendu, Claire sentit que le monde n'était peut-être pas encore perdu. L'effet domino, initié par une journée d'humiliation, devenait une vague de dignité retrouvée. Et cette vague, personne ne pouvait plus l'arrêter. Le ciel au-dessus de Saint-Aurel avait repris sa teinte paisible d'avant l'orage, cette nuance lavande que le soir étirait doucement sur les collines. Pour Claire, les jours qui suivirent l'explosion médiatique et les premières réformes furent marqués par une sensation étrange, entre soulagement et vertige. Elle était revenue à sa routine, mais celle-ci ne portait plus la même texture. Chaque promenade dans les champs, chaque passage au marché, chaque conversation avec ses voisins semblait désormais chargée d'un regard nouveau. On ne la voyait plus seulement comme la fille de la fleuriste ou la gardienne des moutons, mais comme celle qui avait parlé là où beaucoup se seraient tus. Malgré l'attention persistante, Claire refusait toute mise en scène. Elle avait décliné les nombreuses invitations à participer à des débats télévisés, des conférences, des émissions de témoignages. Elle avait accepté une seule interview dans un journal rural où elle avait insisté sur le fait qu'elle ne voulait ni statut ni hommage, mais des actes concrets. Elle avait dit simplement « Ce n'est pas à moi qu'il faut rendre justice, c'est à tous ceux qui passent leur vie à s'excuser d'exister. » Pendant ce temps, les réformes entamées dans l'hôpital de Marseille commençaient à produire des effets visibles. La première mesure fut l'instauration obligatoire de formation sur l'éthique et l'empathie, destinée à l'ensemble du personnel. Ces sessions, d'abord perçues comme une contrainte bureaucratique, furent peu à peu acceptées, surtout lorsque certains témoignages furent intégrés au module. On y lisait des lettres de patients, des extraits de plaintes, mais aussi des messages de reconnaissance montrant que le respect n'était pas une option mais une nécessité vitale. La docteure Julie Romain, au centre de la tempête initiale, avait, dans un premier temps, nié toute responsabilité. Mais les preuves et les témoignages concordants, notamment celui de Malik, ne lui laissèrent aucune échappatoire. Convoquée par la direction, elle fut suspendue de manière prolongée, puis convoquée devant un conseil disciplinaire. Lors de cette séance, pour la première fois, elle admit publiquement ses paroles, reconnut leur violence et demanda pardon. Ce pardon, cependant, ne suffit pas à effacer les conséquences. De nouvelles plaintes, antérieures à celles de Claire, furent déposées à son encontre, démontrant que son attitude ne relevait pas d'un dérapage ponctuel, mais d'un comportement systémique. Elle fut alors officiellement révoquée de son poste. La nouvelle se répandit rapidement et provoqua des réactions mitigées. Certains, y compris parmi ses anciens collègues, la soutinrent discrètement, avançant l'argument de la pression, du surmenage. Mais la majorité comprit que l'ère de l'impunité s'achevait. Claire, informée par courrier,
lut la lettre de la docteure en silence. La jeune femme y exprimait ses regrets, reconnaissant la violence de ses mots et leur impact durable. Elle y disait également qu'elle n'avait jamais compris jusqu'à ce jour combien une remarque dite à la légère pouvait devenir un traumatisme. Elle terminait par une phrase simple « Je ne vous demande pas d'oublier, je vous demande seulement de croire que j'ai compris ». Claire replia la lettre, la rangea dans une boîte et déclara à Hugo sans amertume « Je lui pardonne, mais je n'oublierai pas ». Cette distinction était essentielle. Pardonner ne signifiait pas effacer. C'était une manière de continuer à vivre sans laisser la colère dicter les pas. Mais l'oubli, lui, aurait été une trahison envers toutes celles et ceux qui, par son histoire, avaient osé parler. Dans l'hôpital, les effets du changement se poursuivaient. Un nouveau comité de médiation fut instauré, composé de membres du personnel, de patients volontaires et de représentants d'associations. Son rôle, analyser les retours des patients, proposer des ajustements, intervenir en cas de conflit. Claire fut invitée à y participer, mais elle déclina poliment. À sa place, elle proposa Malik. L'ancien vigile, touché par cette marque de confiance, accepta. Son expérience, sa patience, sa connaissance du terrain faisaient de lui un pilier, naturel de cette nouvelle structure. L'établissement lança également un programme de jumelage avec les maisons de santé rurales. L'objectif, renforcer les liens entre ville et campagne, permettre aux professionnels de santé de comprendre les réalités des territoires isolés. Plusieurs médecins partirent en immersion à Saint-Aurel et dans les villages environnants. Ils y découvrirent une autre temporalité, un autre rapport aux soins, plus humain, plus enraciné. Parmi eux, une jeune interne nommée Lucille prit un jour le bus que Claire avait emprunté de mois auparavant. Arrivée à la petite gare routière, elle demanda son chemin jusqu'à la boutique de fleurs. Elle y trouva Claire en train de composer un bouquet de pivoines et d'épis de blé. Lucille se présenta, raconta sa mission, puis ajouta timidement « C'est votre histoire qui m'a donné envie de devenir une médecin différente. » Claire sourit, la fit entrer, lui offrit du thé et lui parla longuement. Ce fut une conversation simple, sans grand discours, mais pleine de cette humanité que tant cherchait à retrouver. Lorsque Lucille repartit, elle laissa derrière elle un mot griffonné sur le carnet de la boutique. « Merci de nous rappeler ce qu'on oublie trop souvent. La médecine est d'abord un lien. » Ce lien, Claire l'avait noué, sans l'avoir voulu, entre tant de personnes, entre des mondets que l'on disait incompatibles. Elle n'était pas devenue une militante, ni une figure publique à plein temps. Elle était restée elle-même, fidèle à ses gestes, à sa terre, à son silence. Mais autour d'elle, les choses avaient bougé. Et cette fois, ce mouvement ne venait pas d'en haut, mais d'en bas, du sol qu'elle connaissait si bien. Dans ce processus de reconstruction, la dignité n'était plus une revendication. Elle était devenue une exigence partagée, une langue commune entre ceux qui soignent et ceux qu'ils ont soignés. Une promesse de ne plus laisser le mépris remplacer la bienveillance. Et à Saint-Aurel, dans le balancement lent des lavandes sous le vent, cette promesse avait déjà pris racine. L'été s'installait définitivement sur la Provence, enveloppant les collines d'une chaleur douce et régulière, tandis que les champs de lavande à peine coupés laissaient dans l'air une odeur persistante, presque médicinale. À Saint-Aurel, la vie avait repris son rythme de toujours, avec ses marchés du mardi, ses repas en terrasse, ses enfants qui couraient après le chien de ferme. Mais au sein de cette normalité apparente, quelque chose avait changé. Un vent discret de respect soufflait désormais autour de Claire, non comme une tempête admirative, mais comme une brise constante, reconnaissante. Son quotidien n'avait pas été bouleversé. Elle continuait à se lever à l'aube, à vérifier les clôtures, à soigner les bêtes, à cueillir les fleurs selon la lumière et l'humidité. Sa mère, qui avait observé tout ce tumulte médiatique avec distance, se contentait désormais de sourire chaque fois que quelqu'un, de passage, demandait à rencontrer Claire le marchand, la dame du champ. Le téléphone sonnait encore de temps en temps, souvent pour des propositions d'interview, d'hommage, de collaboration. Claire répondait rarement. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Le reste appartenait à ceux qui avaient le pouvoir et le devoir d'agir. Mais un matin, alors qu'elle revenait du marché, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe officielle, cachetée au nom du ministère de la Santé. À l'intérieur,
Une lettre sobre l'invitait à participer à une émission spéciale consacrée à la transformation du système des santé publique. Cette émission, diffusée sur une chaîne nationale, serait suivie d'un débat en direct entre responsables médicaux, représentants syndicaux, membres d'associations et patients témoins. Le nom de Claire figurait en tête de liste des invités. Elle hésita longuement. L'idée de retourner dans un studio face à des caméras, dans un environnement artificiel, la rebutait. Elle craignait de devenir une image, un symbole trop poli pour contenir la vérité brute de ce qu'elle avait vécu. Mais après une conversation silencieuse avec Hugo, ponctuée de regards plus que de mots, elle accepta. Le jour de l'émission, elle fut accueillie dans un décor moderne, aux lumières tamisées, aux couleurs rassurantes. L'animatrice, une femme connue pour son sérieux et sa bienveillance, la reçut avec une chaleur sincère. Le public, composé de professionnels et de citoyens s'engager, lui réserva un accueil respectueux, presque ému. On lui proposa un siège, au centre du plateau, non comme une vedette mais comme une voix à écouter. Claire prit la parole avec la même simplicité que dans la salle municipale de Marseille. Hélène récita aucun discours préparé. Elle parla de sa peur, de son humiliation, de sa solitude dans le hall de l'hôpital, mais aussi de ce qui avait suivi. Les mots de soutien, les réformes entamées, les gens qui, inspirés par son témoignage, avaient trouvé le courage de dénoncer à leur tour. Elle conclut en disant « Il n'y a pas de petite injustice, il n'y a que des silences trop longs. » Le débat qui suivit fut intense, parfois conflictuel, mais marqué par une volonté rare d'écoute mutuelle. Plusieurs représentants hospitaliers reconnurent les carences systémiques, promirent d'amplifier les efforts de formation et de médiation. Des patients prirent la parole pour remercier non seulement Claire, mais toutes celles et ceux qui avaient contribué à rendre visible l'invisible. L'émission connut un écho considérable. Elle fut rediffusée, commentée, enseignée même dans certaines écoles de santé comme exemple de résilience citoyenne. Après cela, Claire rentra à Saint-Aurel plus vite qu'elle n'était partie. Elle ne resta pas pour le photo, ni pour les dîners. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Le reste appartenait aux institutions. Ce qu'elle voulait désormais, c'était retrouver ses gestes, ses plantes, sa tranquillité. Quelques semaines plus tard, elle reçut un courrier inattendu. Une école d'infirmiers située à Bordeaux lui proposait de venir parler à ses élèves. Non pas comme une victime, mais comme une citoyenne engagée. Elle déclina, mais accepta que son intervention lors de l'émission soit diffusée en tant que support pédagogique. Elle autorisa également qu'un extrait de son témoignage soit imprimé dans un manuel de déontologie médicale. Dans le village, la boutique de fleurs accueillait chaque jour des clients venus de plus loin qu'avant. Certains apportaient des lettres. D'autres demandaient conseil pour planter de la lavande. Mais la majorité ne parlait pas de l'hôpital, ni de la médiatisation. Ils venaient pour le fleur, pour la chaleur du lieu, pour la personne qu'on y trouvait. Et cela suffisait à Claire. Un jour, au retour d'une promenade, elle découvrit une enveloppe déposée sur le pas de sa porte. À l'intérieur, une photo. Elle représentait une salle d'attente d'hôpital, quelque part dans une autre région, rénovée, claire, apaisante. Au mur, une citation imprimée sur une plaque « On ne soigne pas des symptômes, on accueille des vies ». Claire le marchand. Elle lut la phrase, resta un instant immobile, puis entra chez elle. Elle ne savait pas qui avait décidé de graver ces mots, ni où cette plaque avait été installée. Mais elle comprit que sa parole avait germé. Dans le silence d'un champ, un mot bien planté peut devenir racine, tronc, branche, abri. Claire n'était plus seulement une fille du champ. Elle était devenue, sans le vouloir, un symbole d'humanité. Pas de celle que l'on célèbre avec faste, mais de celle que l'on reconnaît dans les gestes les plus simples, dans la chaleur d'un regard, dans la sincérité d'un merci. Et dans ce monde où tant cherchent encore leur place, elle avait trouvé la sienne.